Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 141. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Mon invité aujourd'hui est Isabelle Lord. Isabelle est une spécialiste réputée de la communication en leadership. Elle est présidente de Lord Communication Managerial, qui a formé ou coaché plus de 100 000 gestionnaires en Amérique et en Europe. Elle est une experte chez l'APM, l'Association de progrès du management, un réseau francophone de chefs d'entreprise, une dite école de questionnement des dirigeants du monde entier. Elle est également auteure de plusieurs livres en langue français et en anglais, dans l'art de la question, maîtriser l'outil numéro 1 des leaders dans la nouvelle culture de collaboration. Dans cette conversation avec Isabelle, nous explorons combien l'art de poser la bonne question change tout. Isabelle nous explique combien la question influe le sens et la puissance de la conversation. Quelle posture prendre et quel état d'esprit avoir pour diriger en posant les bonnes questions. Et comment entretenir des conversations difficiles au travail. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour aller laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Isabelle Lord, et écoute, je suis ravi de t'avoir sur mon podcast. Je pense bien que tu fais partie des premières Québécoises que j'ai eues sur mon show, mais imagine-toi, tu n'es pas le premier Lord. J'ai une autre amie qui s'appelle Green Lord, qui était sur mon podcast, qui habite à l'Ouest. Et donc, vous êtes deux Lords sur mon show. Un plaisir de t'avoir, Isabelle. Dans tes mots, qui est Isabelle Lord? Merci de l'invitation, Minter. Je vais faire court. Je vais te dire que je suis quelqu'un avec plusieurs personnes, plusieurs visages. Je me définis d'abord comme une humaniste, comme quelqu'un qui s'intéresse à l'humain. Dans ma vie professionnelle, j'ai été entrepreneur, j'ai été gestionnaire dans la grande entreprise. On s'est croisés comme expert APM. Je suis auteure aussi et ce que j'aime, c'est transmettre. Le sujet qui me passionne, c'est la communication managériale. Alors, je suis mère de famille, sportive, je joue au tennis, je fais plein d'autres choses. Et voilà, j'aime la nature. Génial. Je sais que tu habites là à côté des lacs, là, des lieux somptueux qui existent entre Montréal et la ville de Québec. Enfin, j'imagine que c'est ça. Et j'ai passé 4 ans de ma vie avec ma famille à Montréal. On a adoré notre temps. Déjà, je suis arrivé avec une passion pour le hockey sur glace. Je ne suis pas sorti indemne car j'ai des chandails de Montréal maintenant, les habitants de Montréal et des grands souvenirs et plein d'amis. Alors, Isabelle, pour démarrer, raconte-nous comment tu es arrivée à avoir cette passion pour la communication. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombée dans ce lot-là? J'ai pas fait d'études en communication. Je te dirais que je l'ai appris un peu à la dure. Bien sûr, on communique depuis qu'on est petit, tout ça. Quand j'étais jeune, j'étais dans le mouvement scout et j'ai toujours aimé les équipes, j'ai toujours aimé le sport d'équipe. J'ai aimé justement ce côté-là, un peu de vulnérabilité, de se parler, de se dire les choses et tout. Et puis, je te dirais que c'est un peu ça ma trame de personne. Mais au travail, j'ai fait de la gestion beaucoup trop jeune dans ma carrière. À 19 ans, j'ai fait de la gestion. Je n'étais pas bonne avec du recul, très axée sur les résultats, assez insécure, directive, pas tant intéressée à l'humain, alors que j'adore l'humain, mais un peu insécure dans tout ça. Donc, très jeune, j'ai vu les limites de la gestion. Et je suis quelqu'un de très déterminé, de très patiente aussi. Puis je me suis beaucoup intéressée à ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un
réussi à passer le message, à entraîner des gens dans son sillon et tout. Et puis, bon, ma carrière s'est déployée, j'ai moins fait de gestion, j'y suis revenue plus tard. Et j'ai eu un poste pendant plusieurs années dans une grande institution québécoise, canadienne, en fait, la Banque nationale du Canada. J'avais un poste de directrice des communications, 2000 gestionnaires, 20 000 employés. Et là, c'est là que j'ai réellement vu comment on peut, à travers une communication inspirante, comment est-ce que quelque chose qui est ardu peut se transformer en projet. Et donc, j'ai fait une dizaine d'années à ce moment-là. Puis ensuite de ça, j'ai décidé de m'établir à mon compte et je me suis intéressée à qu'est-ce qui rend quelqu'un d'inspirant dans son travail. Et la communication est clairement l'outil de travail qui va rendre quelqu'un inspirant. Donc, de fil en aiguille, j'ai décortiqué la notion d'inspiration. Puis on s'entend, Minter, ce n'est pas un terme Walt Disney. On inspire l'action, on inspire les résultats, mais beaucoup de choses passent par notre habilité à entrer en relation, à créer une conversation, à vraiment faire en sorte que les gens s'impliquent. La notion d'implication est très importante et dans la communication est l'outil de travail. Puis j'ai toujours travaillé avec des gens très intelligents, des gens très calés dans toutes sortes de domaines, la finance, la science. D'ailleurs, mon conjoint est un scientifique, mes enfants aussi. Et l'expertise ne fait pas le travail. Okay? Ce qui va faire le travail, ce qui va rendre une situation différente, c'est ta manière d'interagir, ta manière de communiquer. Donc, essentiellement, c'est par la pratique, le pragmatisme, l'observation. Puis, bon, quelques défaites au départ et de plus en plus de succès. Et je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est, selon moi, le sujet sur lequel il faut s'intéresser pour le futur. Eh bien, c'est pourquoi nous sommes ensemble, Isabelle. J'adore comment tu as démarré la chose en expliquant comment tu as échoué dans la communication et comment ça t'a réveillé quelque part à vouloir aller chercher ce que c'est. Car en fait, l'observation que j'ai dans ce qui se passe dans les entreprises pour la plupart du temps, c'est que on s'alourdit, on ne devient pas clair et on s'entend mal, on n'écoute pas bien. Et donc, la communication, c'est tellement essentiel. Il y avait un élément que j'ai repris dans ce que tu as écrit, que j'ai adoré. Et je vais le lire et ensuite, je voudrais que tu commentes. Tu as marqué, déjà en 2011, les gestionnaires inspirants, les 10 règles de communication de leader, j'ai insisté sur le fait que le meilleur patron, gestionnaire, chef d'équipe, dirigeant, président, n'était pas celui qui savait tout et disait aux autres quoi faire, mais celui qui réussissait à inspirer les autres, à les engager dans l'action qui mène au résultat. C'est encore plus vrai que jamais. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire passer ce message aux dirigeants qui ont été élevés pour être qui sait tout? Mmh. Mmh. Honnêtement, c'est la question. C'est réellement ça la vraie question parce que on est exposé à beaucoup de compétences. Les gens font des études, les gens se perfectionnent, les études sont très valorisées. Euh, L'autre chose, bien sûr, qui est valorisée, hein, c'est de montrer qu'on sait faire les choses. Et puis, quelqu'un qui devient gestionnaire n'arrive pas là par hasard. Tu sais, on va le nommer, il va gravir les échelons. Et là, pouf, on lui dit, ben maintenant, tu vas prendre la charge d'une équipe. Et là, ta carrière avance, tu prends de plus en plus de responsabilités. Et ce qui t'amène là, d'abord et avant tout, c'est ta compétence. Okay? Un gestionnaire en technologie ne sera jamais gestionnaire, ne sera jamais patron de technologie s'il ne connaît pas la technologie. Donc, ta crédibilité est d'abord bâtie sur ton expertise, mais ta réputation, okay, de patron repose sur ta capacité d'entraîner dans ton sillon. Donc, là où il y a une distorsion, ou en fait, pour répondre à ta question, c'est qu'on est forgé pour être bon professionnellement. Et
bon, les écoles de gestion, d'ailleurs, tu es sans doute intéressé à ça, la notion du leadership et tout, tu sais que dans les programmes universitaires, il y a un petit cours de communication ici et là que les jeunes vont faire dans leur cursus, mais ils le font trop tôt. C'est beaucoup plus intéressant de peaufiner ta transition vers un métier de gestionnaire en réalisant, justement, un peu comme moi, en frappant le mur, puis en sachant que, oh, tout à coup, si tu investis du temps, si tu peux être clair, si tu es capable d'adresser les vrais enjeux, ça va faire une différence. Donc, je crois, moi, que les organisations valorisent d'abord le savoir. OK? Mais depuis quelques années, depuis des dizaines d'années, bien sûr, on s'intéresse au leadership, puis les organisations qui réussissent bien réalisent bien sûr qu'ils se doivent de travailler les profils des gestionnaires un peu différemment en allant justement vérifier leur habileté à communiquer ou du moins en leur donnant l'opportunité de se perfectionner dans ce domaine-là. Puis pour avoir formé des centaines de milliers de personnes, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis dans les groupes, dans les salles, dans les conférences, qui sont là puis qui me regardent, l'air de dire qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer, elle? Tu sais, moi, je le sais, là, je le sais quoi faire. Mais quand tu vas, il y a une faille, il y a une petite porte qui s'ouvre, puis la petite porte, je vais te donner, ben, tu connais le secret sans doute, là, mais c'est est-ce que ça peut me faire sauver du temps? OK? Puis on dirait que pour les gens qui sont un peu plus qui voient moins l'avantage de la communication, moi, je leur dis, oh là là, je fais valoir le concept de l'investissement. OK? Quand tu communiques, tu ne perds pas ton temps, tu investis. Et ça va te permettre de ne pas être obligé de répéter. Ça va te permettre de pouvoir déléguer des choses. Et ça passe beaucoup, beaucoup par la démonstration. On dirait que quand les gens ont le déclic, bien, à partir de là, j'ai vu des changements radicaux dans les approches. J'ai vu des gens vraiment s'éveiller complètement au potentiel puis à l'avantage d'être un excellent communicateur. Euh, Puis on le voit de plus en plus, là. Mais encore une fois, c'est pas gagner. C'est ça qui est intéressant. On fait un métier formidable de sensibiliser les gens, les entreprises à la place de la communication, justement, pour garder les gens motivés, pour attirer les meilleures personnes, pour faire en sorte que les gens ne quittent pas l'organisation, pour s'assurer qu'ils soient capables de porter le message au nom de l'organisation, même si des fois ils ne sont pas à l'aise, même si des fois ils se disent même, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis capable de convaincre mes équipes sur cette chose-là qui est encore un changement? Et c'est un travail infini et extrêmement intéressant. Il me fait penser, donc tu as dit tout à l'heure qu'on met beaucoup de poids sur l'expertise, on met beaucoup de poids sur la performance, les résultats, et de plus en plus, on va dire, de plus en plus, toujours sur le court terme. Mm. Or, tu as beaucoup mentionné la notion du temps. Et comme tu écris dans ton livre beaucoup, ben, les grands patrons, généralement, ils n'ont pas le temps. Ils ne savent pas avoir le temps nécessaire pour poser les questions, pour écouter, et ils vont plus vite en disant bah, ce qu'il faut faire. Et l'autre chose, c'est que dans la posture d'humilité, il y a le doute, il y a le auto-questionnement. Mm. Mm. Sais-je ce qu'il faut? Et cette vulnérabilité, c'est pas du tout enseigné, et notamment dans un esprit masculin. Mm. L'idée d'être faible, ben, c'est pas bon. Et dans les études, on montre que 77% des PDG pensent que si ils se montrent empathiques, ils vont perdre leur respect. Et donc le chemin pour montrer qu'on peut gagner en posant la bonne question, passant du temps là-dessus, c'est difficile quand on a la pression sur la performance. Mm. Donc quels sont les outils qui nous permettent de persuader un patron de se mettre un peu plus en dessous de je sais tout, Mm. je suis tout puissant, car en fait, lui, généralement, ou elle, peut penser que
c'est plus vite si je dicte. Mhm. Mon Dieu, il y a tellement de choses que genre, je peux répondre à cette chose-là. Tu sais, tu réfères à l'étude là, des PDG qui disent qu'il faut, enfin, je ne te répéterai pas ce que tu viens de me dire, mais je te relance avec un livre qui a été publié par un collectif d'auteurs, de chercheurs, en fait, des HEC Montréal, qui s'appelle Paroles de PDG. Et c'est 5 chercheurs émérites dans le domaine du leadership qui ont interviewé 74 présidents d'entreprise au Québec. Et dans ce livre-là, on décortique tous les comportements gagnants, okay, des PDG qui réussissent. Donc, évidemment, on parle ici de la liste des 74 plus grandes entreprises du Québec. Et sache que dans cette étude-là, ils ont fait ressortir les caractéristiques propres aux PDG qui réussissent, qui sont justement inspirants et surtout qui se démarquent avec des résultats dans leur domaine. Et la grande majorité a noté que un de leurs outils de travail principal, c'est leur habilité à poser les bonnes questions. C'est quand même assez le fun. C'est intéressant quand on y pense parce que poser des questions, ça ne veut pas dire être faible. Poser des questions, c'est essentiellement, c'est d'être ouvert à des points de vue. Donc, si tu demandes à ton équipe de direction, mettons, je ne sais pas, ça ne se passe pas bien, on n'est pas aligné avec les résultats, on a fait un investissement, les choses ne s'inscrivent pas tout à fait comme on le souhaite et tout. Fait qu'au lieu de dire, comment ça fait que ça ne marche pas, si on dit, attendez une minute, là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on devrait faire, compte tenu qu'il nous reste 3 mois? Tu vois? Donc, on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil et on parle beaucoup d'innovation. Hein, je trouve qu'on trouve, c'est un thème quand même dont on parle beaucoup dans le domaine du leadership et tout, mais c'est aussi notre habilité de poser les bonnes questions, c'est aussi amener de l'innovation et allumer l'intelligence collective aussi. Là. Alors, puis en plus, on va se le dire, on travaille moins fort parce qu'on peut être très surpris. Je ne sais pas si, comme quand tu as lu le livre, quand je parlais des caractéristiques, là, justement, pour travailler puis s'améliorer dans l'ordre de la question, une des choses que je disais, c'est est-ce que ce que tu observes, c'est que les gens prennent plus d'initiatives, prennent plus de risques. Et c'est ça qu'on veut. On veut que les gens prennent des risques, on veut que les gens se sentent à l'aise d'exprimer des points de vue qui peuvent peut-être arriver un peu du champ gauche, mais qui peuvent amener à des endroits où on ne serait pas allé autrement. Donc, c'est pas un ou l'autre. Je pense qu'on peut être décisif et on peut être ouvert puis faire preuve d'écoute. Tu vois, je pense que c'est doser les deux. Évidemment, on ne veut pas d'un patron qui ne donne pas l'impression qu'il y a une direction, qu'il y a une vision, mais partager une vision, c'est une chose. Mais faire de la place pour des idées nouvelles, c'en est une autre. Les deux, c'est un et l'autre, en fait. C'est pas un ou l'autre. Et quelque chose qui a démarqué ton livre par rapport à d'autres que j'ai lus sur le sujet de l'écoute ou du leadership, c'est la notion de l'intention avant d'émettre sa question. Et, et donc, tu as 15, il me semble, 15 types d'intentions. Et moi, comme je suis peut-être moins confiant que ça, j'ai souvent eu l'intention d'exploration. C'est-à-dire, je ne sais même pas où je vais. Et donc, ouvert à presque, on va dire, sans intention. Et je me demandais comment tu réagissais par rapport à ça. Bien, moi, je pense que c'est une posture essentielle, cette posture d'exploration-là. Et elle est nécessaire dans un contexte où est-ce qu'on vise à approfondir, où est-ce qu'on vise à explorer un peu l'inconnu. Ça se rapproche d'une démarche scientifique pour moi. Okay? C'est comme le point de départ d'une démarche scientifique. C'est quand on applique l'art de la question dans un contexte qui est plus formaté, dans un contexte, par exemple, organisationnel, où est-ce qu'on est à court de temps, on a un agenda et tout, où là, d'avoir des raccourcis
hein, parce que la plus grande peur que les gens m'ont exprimée, tous ceux que j'ai formés sur l'art de la question, la plus grande peur, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'écouter la réponse. OK? Je la connais, la réponse. Pourquoi est-ce que je m'expose à un champ infini de réponses alors que je connais la réponse? Et là, je leur dis, ben, c'est parce que tu veux que ton monde soit plus allumé que toi. OK? Donc, c'est un peu la réponse que je leur fais. Ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose aussi que je leur dis, puis c'est là que ça devient très intéressant, je trouve, c'est quel type de questions tu poses. Parce que si ta question est tellement large, j'appelle ça une question voie lactée. Tu sais, exemple, tu vas demander à quelqu'un qu'est-ce que tu en penses, OK? Mais que tu es dans un contexte donné, tu as 20 minutes pour en parler, tu sais que la personne est un peu résistante et tout, bien, tu ne demanderas pas qu'est-ce que tu en penses. Tu vas lui demander comment ça s'inscrit dans notre stratégie. Tu vois, donc ta question va être beaucoup plus euh, Raffiné. le faisceau de la question va être moins large. Donc, encore une fois, Minter, je pense que les deux cohabitent et desservent des fonctions différentes. Mais en fait, pas différentes, un champ du possible plus grand, je dirais. Alors, enfin, j'ai fait plein d'entretiens sur l'art de la conversation. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Et tu es la première personne où le focus est sur l'art de la question. Il y a eu l'art du temps de Servan-Schreiber, l'art d'écouter et sur l'art de la question. Ce qui est marrant, là, tout à l'heure, tu parlais des scientifiques et tu parles des journalistes, des avocats qui savent poser des questions. Pour moi, les scientifiques, c'est énorme, mais il y a aussi les philosophes qui posent des questions. Moi, je suis plus philosophe peut-être dans l'âme que journaliste, et donc un peu plus ouvert, etc. Mais est-ce qu'il y a une science de la question? J'ignore. On a parlé de l'art, mais existe-t-il une science des questions? We are Jackie Clayton and Katie Van Horn, co-hosts of the Inclusive AF podcast. We're two diversity, equity, and inclusion peeps who love both what we have in common and what makes us different. During the day, we use our superpowers to block bias and break down systems that are inequitable within companies and create inclusive AF places to work. We're also BFFs who have tough conversations about our different lived experience. Come have a listen and learn something new. J'adore ta question, vraiment. Et c'est intéressant parce qu'on va souvent mettre dans une balance le côté art, puis de l'autre côté, on va mettre le côté science, évidemment. Business, ça rassure, n'est-ce pas? Exactement. Des chiffres, Oui. des théories. Oui, mais tu sais, il faut être astucieux des fois pour percer des milieux. Hein? Et ça fait son chemin, tu vois. Donc, pour répondre à ta question sur l'élément de la science, je dirais que la science, le côté science de l'art de la question, c'est beaucoup la formulation. OK? L'alignement aussi entre l'intention que tu as, exemple, je veux cerner l'enjeu. Donc, OK, tu fais ça comment? Quel mot tu vas choisir? Ça va être quoi l'amorce de ta question? Est-ce que c'est une question d'intro? Est-ce que c'est une question de conclusion et tout? Donc, ça, je te dirais que l'élément plus scientifique, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, c'est plus technique, ça, c'est certain. OK? Mais en même temps, tu pourrais me dire, puis encore une fois, j'ai marié un scientifique, je suis depuis presque 40 ans avec lui, donc je sais que la science est pas loin de l'art. OK? L'intuition scientifique, il y a un trait d'union avec l'élément artistique, je pense. Donc, l'art, c'est l'élément du timing, c'est l'élément de l'écoute, c'est l'élément de l'inconnu, mais encore une fois, tu vois, l'inconnu, c'est la science aussi. OK? Donc, c'est pas une réponse facile. Et je trouve ça très intéressant que tu m'amènes sur ce terrain-là parce que c'est des réflexions que j'ai eues au moment de choisir le titre, notamment du livre, puis parce que ce propos-là, plus souvent qu'autrement, ce sont à des gens qui sont davantage cartésiens, notamment les administrateurs de société, qui sont sur les conseils d'administration. Comprends-tu qu'ils me regardent avec des yeux grands comme ça quand je leur parle de l'art de la question? Mais je trouve ça formidable. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils ont de l'appétit pour ça. Beaucoup, beaucoup d'appétit.
Oui, et ça, c'est ce qui me fait penser, Isabelle, sur l'histoire de l'enfant. Car en fait, tu as écrit dans ton livre, nous désapprenons à poser des questions en grandissant. C'est la première chose qu'on fait en tant qu'enfant. Et derrière cette question, j'ai une petite arrière-pensée que la femme, la mère, restera plus en contact avec cette idée que l'homme, même le père. Et tu dis, et j'ai envie de lire la phrase parce que ça comprend un de mes mots préférés de mon temps à Montréal. Ça dit, peut-être à force de se faire dire que notre question est impolie, déplacée, impertinente, voire achelante ou niaiseuse, on oublie, on désapprend à poser des questions. Car derrière ça, il y a la curiosité, l'énergie d'apprendre, qui est juste définition de l'enfant quelque part. Et plus on vieillit, plus on reste sur nos rails, nos pensées, nos croyances. Et, ben, j'ai réussi, donc pourquoi je dois changer moi? Regarde mes diplômes, moi je sais tout. Il y a une pièce que j'ai adorée en France qui s'appelle « Qui sait tout est gros bêta ». Enfin, je pense que c'était une pièce française. Et la posture de « qui sait tout », bah, forcément, il y a de l'arrogance dedans. C'est un non-doute qu'un scientifique a systématiquement. Le doute fait partie de la chose et peut-être de la vie. Et j'en termine avec, pour moi, c'est plus une caractéristique féminin que masculin. Tu sais, l'art de la question n'est pas loin de l'écoute. OK? Et pour être en mesure de formuler les bonnes questions, bien sûr, il y a d'abord et avant tout notre capacité de bien cerner ce qui est en train de se poser, de se passer, d'avoir le bon timing de la question. Que tu l'associes au côté féminin, je dirais peut-être féminin sacré, c'est le côté, mais tu sais, je te dirais que j'hésite à répondre à cette question-là pour avoir formé autant d'hommes que de femmes et de voir de la curiosité autant chez les hommes que chez les femmes. Puis quand on regarde un peu la nouvelle, comment les choses évoluent en ce moment, je dirais qu'il y a des tempéraments plus des tempéraments plus directifs, et je te dirais que c'est plus du caractère que de la différence des sexes. Là. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, un mot, il existe un petit test pour connaître les styles de communication. Tu connais sans doute cette chose-là. Puis ça vient départager un peu les gens qui ont tendance à prendre contrôle de l'entretien. Ouais. Versus les gens qui vont plus être capables de, comment dire, you either ask or tell. OK? Ouais. Donc, il y a beaucoup de littérature sur cette chose-là et j'aurais tendance à parler de caractère. Je ne me suis pas attardée aux chiffres de qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Mais alors, est-ce que c'est dans cette définition ou cette caractérisation de caractère, on parle d'être confiant en soi ou avoir un manque de confiance en soi? Vraiment une bonne question. C'est drôle, mais sais-tu où tu me ramènes? Tu me ramènes à quand j'ai commencé à faire de la gestion. OK? C'est quand je te disais que j'ai échoué, là, en me présentant au départ, là, et puis je savais ce qu'il y avait à faire, mais je manquais de confiance en moi. Alors, tu aurais pu dire c'est très masculin de faire cette chose-là. Mais en réalité, je manquais de confiance en moi. Et je vois aujourd'hui que j'hésiterais jamais à demander à quelqu'un comment tu t'y prendrais, toi? Il ne me viendrait jamais en tête de ne pas poser cette question-là parce que je vais toujours être étonnée, agréablement surprise de ce qui va émerger de ça. Donc, je suis plus confiante. Fait que tu as raison qu'il y a peut-être un lien à faire avec ça. Puis tu sais, mettons dans les entreprises, tu es aussi présent dans beaucoup d'organisations et tout, les rôles évoluent rapidement, les entreprises changent.
la pression est là. On a débuté l'entrevue comme ça. Et puis, tu sais, il y a une question de confiance en soi, mais il y a une question de confiance profonde aussi parce qu'on évolue, on est des individus, mais dans des systèmes. Alors, l'individu va aussi être teinté par son environnement professionnel. Fait que ça se peut qu'il soit confiant, mais dans un environnement complètement bordélique, okay, où il n'y a pas nécessairement toutes les réponses, mais il faut qu'il atteigne les résultats. Donc, c'est plus complexe que ça, là, parce que tu peux être confiant dans une entreprise qui est dysfonctionnelle, une entreprise qui est en redéfinition et tout. Fait que il y a des couches qui s'ajoutent les unes aux autres, là. Alors, c'est sûr que la chose sur laquelle on peut travailler, c'est sur nous. Hein? Travailler sur notre confiance, travailler sur nos habiletés, travailler sur notre capacité aussi d'évoluer dans des systèmes gris, okay? Dans des zones grises, dans des entreprises complexes. La complexité n'est pas là pour s'en aller, là, au contraire, là, ça va continuer. Donc, comment tu restes sécure dans l'insécurité organisationnelle? Gros sujet. Ça pourrait t'intéresser, ça serait un bon sujet pour toi, ça, Minter. Clairement. Alors, c'est certain. Enfin, mon dernier livre a été sur la boussole du leader et le besoin de se connaître. Et plus on se connaît, plus on est capable de détecter nos imperfections, de détecter les moments de faiblesse et peut-être même de les avouer dans la vulnérabilité, de se dire, bah, tiens, moi, je ne me sens pas bien ce matin. De dire ça, combien ça connecte avec les gens. Mais on a beau vouloir lire ça, de le faire est autre chose. Et donc, Isabelle, 2 dernières chantiers que je voulais explorer avec toi. La première, c'est comment trouver le temps. Tu es face à un patron, une équipe qui dit, ah ben nous, ah oui, les questions, d'accord, ok, il faut écouter, putain, et il faut écouter, ça prend du temps, ben, j'ai pas le temps. Comment est-ce que tu arrives à argumenter l'idée de savoir poser le temps, écouter sans jugement, à ce moment-là, poser les bonnes questions, bien entendu, et prendre le temps, car moi, vous regardez mon agenda, moi, j'ai 95% de mon temps est dans les réunions, j'ai à peine le temps pour aller faire pipi. Comment je fais? La chose la plus clé pour trouver le temps ou employer notre temps avec plus de résultats, c'est de travailler l'intentionnalité. Okay? Un exercice tout simple que j'aime proposer aux gens, puis d'ailleurs, j'ai développé une petite méthode qui s'appelle la clarté, qui est quand mettons, tu as une rencontre, bon, ta cible, okay, qui est-elle? Ils partent de où? C'est quoi leur préoccupation? Ensuite, je réfère à l'importance d'avoir une intention. Okay? Donc, moi, je dis que si ton agenda est plein, le minimum, c'est de regarder ta journée et de dire, OK, regarde, OK, je rencontre des employés, ils sont mécontents sur telle affaire, ou je rencontre ma relève, ça se prépare, je vois qu'il est un petit peu shaky, il a commencé à regarder la compétition, je l'ai entendu parler et tout. Puis c'est définir l'intention de la rencontre, okay, de la conversation. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, moi aussi. Donc, cette conversation-là, okay, de ton point de vue, okay, tu l'abordes comment? Est-ce que ton but, c'est de rallier? Est-ce que c'est de partager? Est-ce que c'est de vulgariser? Est-ce que c'est de valoriser? Est-ce que c'est de remercier? Puis en se donnant, puis moi j'aime bien employer les verbes d'action, puis en se donnant une intention par conversation, c'est comme si tout à coup la conversation a le plus de valeur. Okay? Et on est plus engagé. Et bien que ça prenne du temps, on peut générer plus de résultats de cette manière-là parce qu'il y a des conversations qui se perdent. Il y a tellement de conversations inutiles parce qu'elles n'ont pas une intention particulière. Moi, je dis aux patrons, c'est tellement une occasion manquée parce qu'ils savent quoi faire. Ils sont capables de surfer dans leur agenda. Ils se promènent, il n'y a pas de problème. Ils savent tout ce qu'il y a à dire et tout. Mais est-ce que c'est suffisant d'être bon? Moi, je ne pense pas. Ce qu'on recherche, c'est l'excellence. Alors, quand tu as une intention, ben, tu vas créer des conversations qui sont plus porteuses,
et tu vas avoir plus de résultats. La personne que tu visais à valoriser, par exemple, quand elle sort de la rencontre, si elle s'est sentie valorisée, évidemment, tu ne diras pas « je suis ici pour te valoriser », mais tu vas créer l'espace pour que la personne se sente valorisée. Et ce que ça crée, pour encore répondre à la question sur le temps, c'est que tu as moins d'aller-retour. Okay? Tu obtiens plus de résultats dans chacune de ces conversations-là. Donc, parce qu'il y a beaucoup de déperdition de temps et d'énergie parce qu'on y va un peu de manière hasardeuse. OK? Et tu fais une réunion, tu présentes une nouvelle affaire à ton équipe et tout, tu le fais, tu es convaincu, tu présentes l'affaire un peu techniquement et tout. Puis là, une chose que tu sais, c'est que les gens n'ont rien retenu. Ils se promènent, ils en jasent entre eux dans les corridors et tout, puis tu as raté ton coup. Donc, alors que si tu l'as préparé, tu t'es attardé à comment ils vont réagir, puis tu t'es défini une intention, il y a beaucoup plus de chances que ton temps soit investi adéquatement. Puis l'autre élément, le dernier élément sur cette question-là, dans l'enveloppe du temps dont on dispose, je trouve qu'on n'accorde pas assez de temps pour l'informel. Okay? On est formaté pour le formel. Puis, quand on se déplace dans le corridor, quand on demande à quelqu'un, viens, j'aimerais ça te parler de quelque chose et tout ça, c'est tous des moments manqués pour cimenter les conversations et les relations. Fait que c'est les 2 éléments de réponse que je te donne. Et moi, donc pour renforcer cet élément de discussion dans le couloir, par exemple, moi, comme principe, moi, quand j'étais patron de l'affaire, j'avais 50% de mon temps bloqué pour éviter les prises de rendez-vous. De manière à ce que 50% de mon temps ait été libre pour la question aléatoire, le rendez-vous dans le couloir ou le temps de réflexion Ah. qui est tellement nécessaire. Et donc ça, c'était ma manière d'avoir le temps. Et J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'avait amené à prendre cette décision-là? J'étais à New York Okay. et j'ai pris un nouveau poste et le mec avant moi, il avait des rendez-vous tout le temps. Je dis, comment tu réfléchis? Et puis tout d'un coup, j'ai eu une espèce de clarté de vision et je discutais avec des amis et puis un copain qui était PDG, il m'a dit, le succès, c'est d'avoir le temps. Et ça me paraissait bizarre, mais enfin, j'ai été beaucoup frappé par aussi l'art du temps par Servan Schreiber et la gestion du temps, notre relation avec le temps. Et combien les gens étaient contents de se dire j'ai pas le temps. Style, je suis tellement important que j'ai pas le temps. Et j'ai aussi un mentor qui s'appelle Clément Boyer qui m'a dit le pas de temps. Et Clément, le pas de temps, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas de temps pour. D'accord, je suis très important, j'ai pas de temps. Et c'est quoi ton pas de temps? Quel est ton rythme de temps? Et alors que je suis quelqu'un un peu speed, je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup les résultats. Ça m'a beaucoup plu et donc du coup avec Sandy quand j'étais à New York et non Sandy quand j'étais à Montréal par ailleurs, Marianne quand j'étais à New York, mes assistants qui étaient formidables, elles étaient toutes les deux des ferventes bloqueurs de vous êtes sûr qu'on a besoin de calimiteur là-dedans? Et donc voilà, ça c'était Intéressant. ouais, ça c'était ma manière avec le temps et je trouve que c'est c'est pertinent avec le côté chronophage de tellement de choses et on n'arrive pas à débloquer. Alors je vais juste regarder, dernière question pertinente en tout cas par rapport à ton sujet, c'est ton 4x4. Donc on ne parle pas d'un Range Rover ou une automobile, on parle de ta manière d'approcher les conversations difficiles. Tout à l'heure, tu as mentionné le courage. Ça fait partie des grands principes ou qualités importantes à avoir. Ça faisait partie pour moi, le courage, de mon check framework où je parlais du besoin d'avoir le courage. Et je voudrais que tu nous développes un peu en tout cas, donc comment tu veux faire? Comment avoir ces conversations difficiles? Car en entreprise aujourd'hui, tellement de mots, on ne peut plus les employer. Tellement de concepts, on ne peut plus en parler. La politique, c'est incendiaire. Donc,
comment faire en sorte d'avoir les conversations difficiles, provoquer même et accepter de avoir ces conversations difficiles quand ça prend du temps, ça peut déchaîner. Hmm. C'est un sujet de 3 jours, si tu veux. Essayer de te faire J'ai envie penser. de dire, c'est peut-être un sujet de vie. Oui, c'est vraiment un très, très gros sujet, mais je vais essayer de répondre le plus spécifiquement à cette question-là en lien avec ce pourquoi tu m'as invité, qui est l'art de la question. Et j'ai publié un livre qui s'appelle Le courage de dire en passant. Donc, c'est un sujet qui me passionne énormément. Puis j'étais contente de trouver un lien par rapport à l'art de la question parce que on va, encore une fois, par quel bout commencer? Tu as parlé du 4x4. On va aller sur la route avec le 4x4. On a l'impression que quand on a une conversation difficile, il y a beaucoup de gens qui évitent la conversation parce qu'on a peur du retour. Hein? On a peur de la réaction, on a peur de blesser. C'est souvent l'émotion qui est dans le chemin, d'ailleurs, la peur. Hein? J'ai envie de dire, ou l'avocat, aujourd'hui. Parce Tu as que bien raison. pas une Mais question. là, Les RH me dira, tu n'as pas le droit de ouais. parler de ça. Oui, oui. Ah mon Dieu, Seigneur. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Puis le pointer que je donnerais, c'est cette conversation-là. Tu vois, puis je vais me limiter à un contexte professionnel. On aurait pu répondre personnel. OK, mais je vais me limiter dans la mesure où on a parlé davantage de communication managériale. Je vais parler au contexte. Je vais parler du contexte professionnel. Puis moi, je dis toujours que une conversation difficile, euh, avant de la tenir, il faut que tu aies bien réfléchi à ce que tu as à reprocher, OK? Ou ce que tu as comme attente d'ajustement, OK? Parce que, en lien avec ce que tu dis, si tu ne fais que dire, genre, à quelqu'un, t'as pas l'air motivé en ce moment, ou bien, ça se fait que tu es agressif avec tes collègues, OK? C'est facile de lancer des formules incendiaires comme ça, et si elles ne sont pas appuyées sur des faits ou des observations, bien, c'est évident qu'il va y avoir un retour. Personne aime se faire prendre. Je sais pas, je viens de voir le film Tard que j'avais pas vu, la fameuse, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu dans l'avion l'autre jour. Ben moi aussi, justement, et puis je l'ai écouté même en 2 vols, j'étais fascinée parce qu'évidemment, il y a toute la notion du pouvoir hein, qui était explorée. Mon point, c'est que quand on est patron, on n'a pas nécessairement le pouvoir. OK? On a une direction à donner, mais si on veut régler quelque chose, si on fait face à une problématique, ça engage un autre humain. Donc, il faut être factuel. OK? Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi, on pense à tort que parce qu'on s'est préparé un script, puis on va tout déballer nos affaires, puis ben, tu peux être sûr que je vais tout y dire, puis ça va être factuel, puis on va faire ça vite et tout. C'est impossible. Parce que quand quelqu'un fait face à de la critique, forcément, il va vouloir se débattre. Okay? Puis si quelqu'un dit il n'y a pas de problème, tu as raison et tout, méfie-toi. Ça veut juste dire qu'il a fui la conversation différemment. Donc, des fois, on pense qu'on a eu beaucoup d'impact, mais en réalité, ça a passé vraiment comme un mauvais moment pour la personne. Elle a dit oui, oui, pas de problème et tout. Puis, donc, c'est une fausse. Et beaucoup de patrons vont tomber dans ce genre Complètement. de piège parce qu'ils vont dire oh bah, de toute façon, Ouais. j'avais raison. Ben exactement, exactement. Puis il n'a pas réagi, puis il m'a dit oui. Sauf que, il se tourne de bord, un mois plus tard, les choses ont dégénéré. La conversation a été complètement inutile. Et là, c'est là que l'art de la question vient un peu renforcer cette chose-là parce que dans le 4x4, ce que j'enseigne, ce que je transmets, c'est que il faut une conversation difficile et forcément un dialogue et forcément une conversation où il y a 2 parties. Mais tu ne veux pas t'égarer. Donc, les questions permettent de baliser l'entretien. OK? Puis, l'exemple que j'aime donner, la première question que tu dois toujours poser une fois que tu as énoncé les faits, c'est qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile pour toi d'être à l'heure? Qu'est-ce qui fait que j'observe que tu es moins impliqué avec tes collègues? Qu'est-ce qui fait que... Et là, il faut apprendre le silence, bien sûr, parce que ce qu'on veut, c'est que la personne disent qu'est-ce qui fait que.
Et c'est de l'information dont tu as besoin pour ajuster la suite des choses. Et j'ai besoin de te poser une question, Ouais. car qu'est-ce qui fait que, Oui, pour moi, ça rime avec pourquoi? En revanche, c'est très différent. tout à fait. Pourquoi va mettre sur la défensive immédiatement? OK? Alors que c'est à peu près ça veut dire à peu près la même chose. Tellement, tellement. Sauf que c'est moins abrasif. OK? Et ça va commander une posture différente. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un élément de curiosité que tu véhicules dans la question, alors que pourquoi, c'est pas compliqué, il y a un gun là, qui est en face de toi, puis j'exagère bien sûr en disant ça, là, mais dans une conversation qui a une tonalité émotive, tu viens de vraiment mettre de l'huile sur le feu là, pour la grande majorité des individus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux, en modifiant légèrement la formule, en travaillant un peu ton attitude et tout, tu peux obtenir beaucoup plus de résultats sans braquer ton interlocuteur. OK? Alors, je pourrais en parler encore longtemps, mais ce que je te dirais, si je le résume, c'est que ces conversations-là, il ne faut pas les fuir. Il ne faut pas penser que parce qu'on est prêt, qu'on a des éléments factuels, qu'on a forcément raison. Et que si il n'y a pas de dialogue, puis le dialogue va être alimenté uniquement par notre habilité de poser un certain nombre de questions dans une certaine séquence. Et à partir de là, on touche le cœur de la conversation et on touche l'ouverture. L'ouverture va se faire à ce moment-là. Donc, voilà. Et dans ce cas-là, il faudrait avoir le courage d'accepter que j'ai peut-être tort. C'est possible. Ou du moins, encore une fois, accueillir la différence. Ouais. Accueillir, il y a peut-être des choses qu'on pense qu'on a fait, qu'on n'a pas fait. Tu sais, si quelqu'un produit des rapports où il y a des tonnes d'erreurs, qu'est-ce qui fait que peut-être que la personne est compétente, mais elle avait peut-être à se mettre à jour sur un certain nombre de logiciels. Il s'était peut-être prévu que tu devais passer du temps avec lui pour lui montrer un certain nombre de choses. Il fallait peut-être que tu l'introduises à une équipe de projet et tout. Fait que, oui, c'est possible que ça amène effectivement que tout à coup, ça devienne un peu notre faute aussi. Là. Alors, encore une fois, c'est un gros sujet, là, ce sujet-là. Là. Ouais, mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire. Ouais. J'espère que les questions... Et alors, Isabelle, dernière question. Qu'est-ce qui fait que tu as une photo d'un joueur de tennis derrière toi? Derrière moi, j'ai une balle de paddle. Et toi, oui, tu as un joueur de tennis derrière toi. Qui est ce bonhomme? Je ne sais pas. Roger Federer. Ah ben... Une photo signée, il était venu à Montréal et dans une encan, ça date. Il était finaliste en 2007 au tournoi de Montréal et puis voilà, j'ai ça dans mon bureau depuis. J'ai assisté à ce match. Non. Ben oui, c'est très drôle. Donc, Isabelle, génial, je te remercie. Ravi d'avoir exploré ces questions. Les apprentissages pour moi sont forts et plusieurs. Pour quelqu'un qui écoute, comment quelqu'un peut te contacter, lire un peu, enfin, évidemment, s'octroyer tes livres ou te contacter? Quels sont les meilleurs moyens? Je dirais que LinkedIn, Isabelle Laure, hein, tu l'as dit, donc Isabelle Laure, L-O-R-D, Lord. Alors, tous mes écrits sont en anglais. En LinkedIn, je publie beaucoup de choses et le nom de mon entreprise, c'est Laure Communication Managériale. Mais en passant par Isabelle Laure, je crois qu'on devrait y arriver. Ça me fait vraiment plaisir. Je te félicite pour cette belle initiative-là. J'ai adoré ma conversation. Merci à toi, Minter. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason.
in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man practicing my lines. I'm a convinced man here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, admit to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman. Coming up on 5 Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5 Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily.